Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va démarrer d'abord par notre focus. Il fait vibrer la nouvelle génération. Sur Internet, Sofiane Boudouni est une figure montante de YouTube en France. Passionné par la pop culture, le cinéma et les séries, il partage sa passion du 7e art et s'essaie même à la réalisation de courts-métrages. Il est notre influenceur du jour. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Quelle est donc votre idée derrière la tech? Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous parler d'un road trip aux États-Unis. Je vous fais voyager, mais attention, il n'a rien de traditionnel puisqu'il se déroule sur Google Street View. On fait ça avec vous dans un instant. Et puis nos deux sujets du jour. D'abord, TikTok, Instagram, Snapchat. Comment rendre effective la protection de nos enfants face aux réseaux sociaux? Officiellement, la majorité numérique est à 15 ans depuis 2018. Mais la réalité, c'est une première inscription sur ces réseaux à partir de 8 ans et demi. Une nouvelle loi impose désormais aux plateformes de vérifier l'âge et d'obtenir le consentement parental avant 15 ans. Mais est-ce vraiment suffisant? On va se poser la question. Deuxième partie d'émission ensuite. Mon psy est une IA. Ben non, c'est pas de la science-fiction, c'est déjà de la réalité pour des milliers de jeunes. Alors face à ce phénomène croissant qui offre un appui précieux, mais aussi un mirage affectif parfois dangereux, l'IA est-elle un outil ou un piège? Est-elle une amie ou un écran de fumée? On en parle avec notre invité aujourd'hui, Damien Douany. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'école pédagogique Narrative. On continue à en parler dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, cap sur l'univers d'un amoureux de cinéma pas comme les autres. Il s'appelle Sofiane, il détourne les grands classiques à sa sauce et il fait rire aussi des millions d'internautes, vous allez le voir. Doublage parodique, analyse décalée, amour du 7e art. Il est notre focus du jour, présenté aujourd'hui par Dylan Colère. All right, c'est parti. Allez, on fait un tour du côté du 7e art avec Sofiane, de son vrai nom Sofiane Boudouni, le cinéphile ultra connecté du YouTube francophone. Depuis la création de sa chaîne en 2012, Sofiane partage sa passion. Acteur, réalisateur et vidéaste, ce Nîmois de 30 ans sait de quoi il parle. Depuis tout jeune, il s'exprime aussi bien devant que derrière la caméra. Mais c'est à la suite d'un concept novateur qu'il se fait vraiment connaître. Revisiter les grands classiques du cinéma avec des doublages complètement décalés. Résultat, des millions de vues, des fous rires et une communauté fidèle. Aujourd'hui, on va doubler avec Seb. Attends, faut que je explique le concept. Ah, pour tous ceux qui n'ont jamais vu ça? Mais oui. Ah, ouais, vas-y. Le concept, il est très simple. On va prendre le film, on va couper le son et on va doubler par-dessus, mais en impro. Rien n'est préparé, rien n'est écrit. Donc on va dire un peu des bêtises. Pardonnez-nous pour ça. Après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais Harry Potter 4 de la même manière. Et... Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Désolé. Fallait pas, faut partir. Avec plus de 2 300 000 abonnés à ce jour, des collaborations avec les grands noms du web et une énergie débordante, Sofiane est définitivement le prof de cinéma que l'on rêverait tous d'avoir. Mais attention, son contenu se veut également bien plus instructif. Une grande majorité de ses vidéos est également dédiée à la technique. Il décortique les effets spéciaux, explique les bruitages, démonte les clichés hollywoodiens, le tout avec clarté et beaucoup d'autodérision. Et pour garder le lien avec sa communauté, des tournois interactifs de films et personnages cultes. À vous de voter, à lui de les commenter. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier duel. On est au premier tour et au premier tour, on retrouve deux acteurs incroyables. Ça commence très fort. Brad Pitt qui tombe face à Al Pacino. Mais non. Brad Pitt, Al Pacino. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment débat? Bah si, il y a débat quand même, il y a débat de ouf. Brad Pitt, gros. Ouais, Brad Pitt, mais bon, Al Pacino, la légende. Al Pacino, Serpico, Le Parrain. Moi, je dirais Al Pacino. Les amis, vous avez voté et en effet, vous avez préféré Brad Pitt. Mais non. Putain, Brad Pitt, waouh. Vous l'aurez compris, avec Sofiane, le cinéma devient une affaire sérieuse. Alors si vous aimez les films, les fous rires et les formats malins, vous avez trouvé la personne à suivre pour découvrir le vaste monde du cinéma comme vous ne l'avez jamais vu. Allez, autre chose maintenant, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, limiter le temps d'écran à 1 heure par jour pour les mineurs sur le modèle de la Chine ou encore faire passer les applications et notamment les réseaux sociaux en noir et blanc pour casser l'addiction. Les propositions pleuvent pour lutter contre l'emprise des réseaux sur les jeunes. Alors qu'une loi impose déjà le consentement parental avant 15 ans, d'autres voix appellent désormais à des mesures beaucoup plus strictes. Mais ces idées sont-elles vraiment réalistes et peuvent-elles vraiment protéger nos enfants? On pose la question à nos experts tout de suite dans la première partie du talk.
Nos experts aujourd'hui avec moi en plateau, bien sûr, Lisa de Bernard, donc chroniqueuse tech, et puis en duplex avec nous aussi, Damien Douanier. Je rappelle que vous êtes directeur de l'innovation pédagogique chez Narrative et bien sûr aussi l'un de nos chroniqueurs tech. Alors je vais peut-être commencer avec vous, peut-être Lisa. La loi votée en juin 2023 propose aux plateformes, j'en parlais en introduction, de réseaux sociaux, de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et d'obtenir le consentement parental pour les moins de 15 ans. Concrètement, c'est quoi les principales obligations qui pèsent désormais sur ces plateformes comme Instagram, Snapchat, TikTok? Alors, comme vous le disiez effectivement en introduction, l'idée c'est donc d'interdire aux mineurs de moins de 15 ans d'accéder à toutes ces plateformes sans un consentement parental explicite et vérifiable. Et ces deux termes sont importants puisque aujourd'hui les plateformes ont l'obligation de mettre en place des systèmes qui permettent justement d'avoir cette vérification de manière effective, puisque jusqu'à il y a encore quand même quelques mois de ça, effectivement dans la loi il était inscrit que les jeunes de moins de 15 ans ne pouvaient pas accéder aux réseaux sociaux. Dans les faits, il leur suffisait juste de consentir, plutôt de mentir du coup que de consentir, c'est ça. en disant qu'ils avaient bien 15 ans et il n'y avait pas de réelle vérification derrière. Aujourd'hui, les plateformes elles disposent d'un délai, puisque la loi est passée le 8 juillet 2023, de 2 ans pour mettre à niveau, mettre en conformité leur plateforme pour que justement ces vérifications puissent être faites de manière effective. Et donc là, ça nécessite la mise en place, bien évidemment, de moyens techniques, comme par exemple éventuellement le recours à un tiers vérificateur indépendant ou ce qu'on appelle la vérification par double anonymat, qui revient en fait à ce que le site auquel l'internaute accède reçoit donc la preuve de sa majorité, mais ne connaît pas son identité. Et le prestataire de la solution de contrôle d'âge, lui, ne connaît pas l'identité de l'internaute et il ne sait pas quel site il consulte. Donc voilà, c'est les solutions techniques envisagées et forcément ça demande du temps. Ça demande du temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Damien, effectivement, de ces solutions qui sont proposées aujourd'hui? On en parle depuis quand même quelques années, et d'ailleurs depuis quelques mois aussi sur ce plateau avec Lisa, et dans les faits, c'est toujours pas mis en place. Et puis on a l'impression que les jeunes arrivent toujours à trouver une solution ou une autre pour justement passer dans les mailles du filet. À travers, surtout. À travers, oui. Alors effectivement, ce n'est pas aujourd'hui mis en place par tous les sites. Alors, comme il était dit il y a quelques instants, ils ont on va dire un laps de temps de 2 ans, donc on arrive quasiment au terme de celui-ci pour se mettre en conformité avec la loi, sachant qu'il peut y avoir des contraintes aujourd'hui et des amendes financières assez lourdes s'il y a, on va dire, non-conformité. Le problème de ces plateformes, de ces solutions techniques, c'est qu'elles posent la problématique de quelque chose qui est intrinsèque à Internet, qui est le fait de pouvoir finalement être présent sur les réseaux tels qu'on le désire. Alors il y a des plateformes qui obligent, on va dire, à dire un nom et un prénom. Je prends l'exemple de Facebook, par exemple. Mais vous prenez X, par exemple. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le pseudonymat. Autrement dit, vous pouvez vous cacher derrière un pseudo si vous le désirez. Et donc, il y a toute cette problématique aujourd'hui, cette ligne de crête assez complexe, qui est de se dire, il faut faire respecter la loi, et certainement pour de bonnes raisons, notamment donc, sur la question de la majorité numérique. Et donc, il faut trouver des moyens de prouver cela. Très bien. Mais à côté de cela, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à une sorte de flicage généralisé, au fait que on puisse finalement demain avoir accès ou demander à ce que tout le monde puisse on va dire, décliner son identité et faire en sorte que cela puisse éventuellement ouvrir des brèches, on va dire, dans une non-accessibilité à certains sites ou autres. C'est un élément très complexe. Je prendrai un autre élément aussi, qui est la question des lanceurs d'alerte, qui aujourd'hui, on va dire, permettent de lancer une alerte parce que justement, ils ne sont pas forcément identifiés. Donc le cas, on va dire, particulier que pourrait représenter l'accès aux réseaux sociaux on va dire, aux moins de 15 ans, par exemple, qui, à mon avis, se légitime, peut éventuellement poser des problèmes, des effets de bord beaucoup plus globaux au final. Sacrée question, effectivement, protéger les uns, mettre en danger les autres, ça me paraît un peu compliqué tout ça. Mais en tout cas, le chemin enfin tout ça est en route. Plus récemment, d'ailleurs, des propositions un peu plus radicales ont émergé, comme celle de Gabriel Attal, qui suggère une interdiction pure et simple des réseaux sociaux avant 15 ans. Alors ça, c'est facile à dire, peut-être bien plus compliqué à mettre en place. On va le voir avec vous, Lisa, avec des outils d'identité et de vérification, surtout d'identité, similaires à ceux pour se
des sites pornographiques. C'était pas le sens de la dernière loi dont on parle en la matière, Lisa, ça ? Alors non, pas tout à fait, puisque le sens de cette loi, c'était plutôt d'induire une vérification, donc un cadre, alors que là, ce que propose Gabriel Attal, c'est une interdiction pure et simple d'accès aux réseaux sociaux en dessous de 15 ans. D'accord. Ce qui n'est bien évidemment pas du tout la même chose, hein. C'est un changement juridique bien plus fort qui vise donc vraiment pas à l'encadrement, mais plutôt à l'exclusion complète des jeunes. Et ça rejoint tout à fait ce qu'explique Damien. En fait, de mettre ça en place, ça suppose effectivement en fait, d'avoir une vérification accrue de l'identité des personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux, puisque on a notamment des risques de contournement par les enfants via de fausses dates de naissance ou des identités empruntées, et ce qui nécessite du coup plutôt en fait des questions d'éducation, je pense, hein, tout ce sujet-là, plutôt qu'une question d'interdire purement et simplement. Parmi les mesures proposées par Gabriel Attal, et pour décourager l'usage excessif des réseaux sociaux notamment, il est même suggéré de faire passer les applications comme TikTok, Instagram ou Snapchat en noir et blanc au bout de 30 minutes d'utilisation pour les 15 à 18 ans. Est-ce que vous pensez, Damien, que ça va vraiment changer les habitudes de nos jeunes, ça ? Alors, je ne sais pas si ça peut changer l'habitude. Le noir et blanc, c'est pas faux, hein. Je veux dire, le fait de faire passer une application en noir et blanc fait en sorte que votre œil est moins attiré par certains stimuli qui font que vous allez au bout d'un moment vous lasser un tout petit peu de celle-ci, de l'application. Il faut quand même se rappeler un élément, c'est que il y a à la fois la volonté d'une loi, et à la fois, il y a le business model, le modèle économique des plateformes. Et le modèle économique des plateformes, c'est le temps d'attention. Autrement dit, c'est échanger du temps gratuit versus votre attention avec une valorisation publicitaire. Donc, autrement dit, si demain on oblige les plateformes à être moins attrayantes, quelque part, on remet en cause leur modèle économique. Et donc, à partir de là, il y a nécessité de trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Il peut y en avoir plusieurs, soit en restant gratuit, et donc en allant chercher d'autres choses, soit en rendant éventuellement l'accès payant. Ce qui d'ailleurs, la loi propose aujourd'hui aussi de rendre l'accès payant si nécessaire. C'est ce que propose d'ailleurs Meta, et qui vous disent, si vous voulez, vous pouvez payer une quinzaine d'euros par mois pour accéder à Instagram ou Facebook, et vous n'aurez pas de publicité. Ou bien ça continue à être gratuit, et puis on continue comme avant, mais vous acceptez cela. Et on se doute que globalement, les gens vont rester dans le gratuit. Donc il y a un vrai sujet, effectivement, autour de ça. Passer, donc, on va dire, toucher à l'interface même des services pour les rendre moins attrayants, pourquoi pas. Mais mon sentiment est qu'on continuera quand même à les utiliser un peu du même acabit que la grosse étiquette fumez-tu sur les paquets de clopes, qui, à mon avis, n'a pas forcément réduit la consommation de ceux qui fument. C'est vrai que le parallèle est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous vois un peu réagir, Lisa. Oui, parce que en fait, au-delà de l'avoir sur les applications, c'est quelque chose qu'on peut déjà faire dans les paramétrages de son téléphone, du moins quand on est chez Apple. Alors, je ne connais pas au niveau de Samsung le fonctionnement, mais moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai fait. Il suffit dans les paramètres d'y aller, et après, quand on clique 3 fois sur le bouton de verrouillage, ça vous fait passer tout l'écran en noir et blanc. D'accord. Donc, c'est un geste assez simple. Quand on se rend compte qu'on scrolle un petit peu trop longtemps, d'appuyer 3 fois et de se dire bon, maintenant on va espérer que la magie du noir et blanc fonctionne. Vous l'avez fait pour ça à la base ? Oui, je l'avais vraiment fait pour ça, parce qu'effectivement j'avais vu que c'était une possibilité. Normalement, dans les réglages, en fait, c'est fait pour les personnes qui ont des problèmes de vue, les personnes malvoyantes, etc. Donc c'est plus un outil pour l'accessibilité. Et je m'étais dit pourquoi pas tenter, puisqu'effectivement j'avais vu que ça avait un effet sur l'attention. Et je peux dire que ça fonctionne, puisqu'effectivement, au bout d'un moment, quand on a tout l'écran en noir et blanc, le cerveau, à un moment donné, lâche un petit peu plus facilement. Donc, sans toucher directement à l'interface des applications, en fait, on peut déjà compter sur nos téléphones qui sont déjà équipés pour pouvoir passer sur ce mode-là. Après, effectivement... ça reste de la volonté, c'est-à-dire que quand on est en train de scroller, il faut se dire ok, à un moment donné, j'appuie et là j'ai peut-être une chance de m'en sortir un peu plus rapidement, mais bon. C'est déjà pas mal, c'est déjà ça. Une première étape pour lutter contre l'addiction. Bon, merci pour ce conseil en tout cas, Lisa, merci aussi à Damien. On continue bien sûr nos échanges tout de suite. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur en compagnie de l'une de nos chroniqueuses dont on va écouter la chronique dans un instant, Lisa de Bernard. Mais juste avant, votre idée derrière la tech, je crois que Damien, vous aviez un point à rajouter sur ce que nous disait Lisa, notamment juste avant le Zaptec. Oui, pour aller dans le sens de ce que disait Lisa, en fait, dans l'absolu, aujourd'hui, tous les outils sont en place pour faire en sorte de limiter l'usage des réseaux sociaux pour les adolescents. Il y a la question de la responsabilité des parents, bien sûr, déjà, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, déjà, les plateformes, de par la loi, mettent en place des outils comme la limitation de temps, par exemple, ou le fait de faire en sorte de limiter certains contenus, et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a déjà des éléments, et ils sont juste pas utilisés, soit par méconnaissance de la part des parents, soit par tout simplement un laxisme ou une envie de non-exemplarité parce qu'eux-mêmes déjà ne mettent pas en place les choses qu'il faudrait pour eux-mêmes. Donc il y a une vraie question qui est relative à la question de l'éducation au numérique, l'impact du numérique sur les enfants. Et c'est un vrai sujet. Et je pense que le fait de légiférer dans une logique coercitive ou vouloir essayer de verrouiller n'est pas vraiment une solution. C'est avant tout une question d'éducation. Ça coûterait accessoirement moins cher aux contribuables. Ça tombe bien. On va continuer à en parler. Déjà dans un instant, juste après l'idée derrière la tech de Lisa de Bernard. Lisa, aujourd'hui, vous nous parlez d'un phénomène culturel et collaboratif. Son nom, Internet Road Trip, un phénomène qui est né, je crois, sur Google Street View, qui captive des milliers de personnes depuis plusieurs jours. Dites-nous tout. Eh bien, Philippine, imaginez-vous depuis votre canapé, et ce, dès ce soir. Il est 21h et quelque part, sur une route déserte du Wisconsin, une voiture avance à 2 km/h. Alors, je fais confiance, c'est pas très rapide, mais je vous promets, c'est une belle aventure. À son bord, personne. Ou plutôt des milliers de personnes réunies derrière leur écran et qui votent pour décider de la prochaine bifurcation. Alors, ce n'est pas tout à fait un jeu vidéo, c'est pas tout à fait un film, c'est l'Internet Road Trip. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, Lisa? Genre, on regarde des routes défiler en boucle? Alors, ça a de ça, et en même temps, toutes les 10 secondes, les internautes sont sollicités pour voter. Alors, droite, gauche, tout droit, ou encore faire demi-tour. Résultat, la voiture avance lentement, mais collectivement. Et à cela s'ajoutent des détails assez amusants. On peut par exemple changer de station de radio, on peut klaxonner ou encore prendre une photo souvenir. Et c'est précisément cette lenteur, ce rythme contemplatif qui fait mouche. On s'arrête devant des maisons typiques du Midwest, des petits villages figés dans le temps, des stations essence oubliées, comme si l'on découvrait ou redécouvrait l'Amérique à hauteur humaine. Un projet sans fin ou avec une destination précise? Alors, il n'y a pas de but officiel à proprement parler. On a un point de départ, déjà, c'est bien. C'était le 6 mai dernier à Boston, dans le Massachusetts. Alors, depuis, la voiture a traversé plusieurs États et certains internautes espèrent pouvoir rejoindre la Californie ou même le Canada après avoir visité néanmoins les 50 États américains. C'est tout un programme. En revanche, les limites de Google Street View s'appliquent. Donc, on n'a pas de route, par exemple, praticable pour aller en Alaska. Mais l'intérêt de tout ce voyage est ailleurs. C'est le chemin qui compte et pas la destination. C'est poétique. Ce qui frappe, c'est aussi le collectif, bien sûr. Tout à fait. Pour interagir, la discussion se fait également en dehors, sur la plateforme Discord, où des milliers de membres commentent le trajet, partagent des anecdotes et débattent sur la meilleure route à suivre. Il y a eu des moments assez drôles sur ce Discord, comme par exemple une station de radio universitaire dans le Maine où les DJ ont mentionné les internautes à l'antenne en direct, ou des votes massifs pour faire demi-tour, juste pour repasser, attention Philippine, ça va vous plaire, devant un petit chat aperçu sur un perron. Non, on est obligé évidemment de faire demi-tour. Pensez pas où cette voiture ira, ni combien de temps ça va durer, a priori, mais on a presque envie de la suivre. Bah oui, ce soir, pour les petits chats. Pour les petits chats, mais bien sûr. Vous savez mon faible pour les chats. Merci beaucoup. Lisa, rendez-vous ce soir 21h, évidemment, de Google Street View. On lance ensemble tous les trois la deuxième partie du talk. Allez, deuxième partie du talk, toujours avec Lisa et avec Damien en duplex avec nous. Deuxième sujet, ils ouvrent la porte de leur intimité la plus profonde à une machine ou à plutôt une intelligence artificielle. Des adolescents, des jeunes adultes se confient à des IA comme on le ferait à un ami ou surtout à un thérapeute. Mais quand la simulation est parfaite, qu'elle peut rendre les relations humaines frustrantes, eh bien, dans des cas extrêmes, ça peut mener à des drames. Il y a urgence à comprendre donc, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec vous deux. Comment vous expliquez, peut-être Damien, pour commencer avec vous, ce phénomène croissant d'utilisation de l'intelligence artificielle comme confidente ou psychologue de poche par les jeunes? Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez?
Je pense que c'est assez logique finalement quand on y réfléchit. Les réseaux sociaux, on s'exprime dessus et on étale nos vies, certaines parties de nos vies. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont solitaires, ou qui n'ont pas forcément d'amis, ou qui voudraient un confident et qui n'en ont pas. Et ils pensent pouvoir trouver dans une machine qu'ils perçoivent, à mon avis, faussement, enfin, qu'ils perçoivent comme neutre, mais qui est en fait faussement neutre, quelque chose qui va leur permettre finalement de s'épancher à moindre coût quand ils le désirent et pouvoir dialoguer. C'est d'ailleurs une tendance qu'aujourd'hui creusent certaines plateformes sociales. Je pense à Meta, bien sûr, qui a tout à fait compris l'intérêt, ou par exemple Snap, qui propose déjà des avatars, des chatbots avec lesquels vous pouvez dialoguer, bien entendu, afin que vous passiez du temps sur la plateforme. L'objectif n'est pas thérapeutique, mais l'objectif est véritablement de passer du temps et d'échanger avec des amis virtuels. Et puis effectivement, il y a plus globalement aujourd'hui des gens, pas seulement des jeunes, mais notamment, qui se mettent à dialoguer avec ChatGPT ou autre, dans une optique de s'épancher et d'avoir peut-être des conseils de vie. Vous avez parlé, Damien, à très juste titre, de Snap, de Meta. Il y a aussi un autre chatbot qui cartonne là, en ce moment. Ça s'appelle Psychology sur Character AI, qui est particulièrement populaire, hein, Lisa, chez les 16-30 ans. Vous voulez bien nous le présenter? Oui, tout à fait. Donc, c'est le fruit du travail d'un étudiant en psychologie néo-zélandais qui a donc créé ce bot sur donc, la plateforme Character AI, qui est plutôt assez connue et pas toujours pour le meilleur. On a eu quelques soucis sur cette plateforme. Et donc, il a basé, si vous voulez, son chatbot sur les mêmes principes que les thérapies cognitives, c'est-à-dire la reformulation empathique, les suggestions d'auto-questionnement, par exemple, comme qu'est-ce qui te fait penser cela, voilà, et aussi la recherche de solutions alternatives aux pensées négatives. Et donc, ce bot permet à des jeunes et des moins jeunes, comme le disait Damien, de pouvoir s'épancher sur leurs problèmes et d'avoir une réponse qui leur paraît le plus humaine possible. Et en même temps, comme le disait là aussi Damien, il faut se rappeler quand même derrière que les réponses d'un chatbot sont influencées par le prompt, donc par ce qu'on lui dit. Bien sûr. Et donc forcément, on peut très rapidement tourner en rond et se retrouver à être conforté dans ses problèmes ou dans de fausses solutions. On va en parler d'ailleurs parce que parfois ça peut avoir des conséquences gravissimes. Ces IA, elles simulent aussi, et c'est important à rappeler, des personnages, des sentiments, basant leurs échanges sur des protocoles thérapeutiques, vous l'avez dit, des dialogues de films aussi parfois et des profils de fiction. La psychologie de demain est peut-être là. Ces chatbots, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas? En tout cas, on voit que les jeunes, notamment entre 16 et 30 ans, le voient. Je voudrais qu'on parle avec vous, Damien, justement des dangers possibles ou avérés, en tout cas, lorsque ces jeunes se confient de manière sincère, approfondie aussi à une intelligence artificielle. Il y a eu quelques cas assez préoccupants là, ces derniers temps. La problématique, c'est en fait la frontière entre le réel et le virtuel. Autrement dit, l'enjeu de ces chatbots, c'est d'être le plus anthropomorphique possible. Donc, autrement dit, reproduire les mécanismes humains de dialogue et de discussion. Et si tant est que vous soyez un tout petit peu influençable, ou bien dans une période de fragilité, vous pouvez éventuellement être influencé par, ou au moins touché par ce que ces machines vont pouvoir vous dire. Et le problème, effectivement, c'est que vous allez pouvoir développer de la dépendance émotionnelle. Vous allez pouvoir éventuellement tomber sur des échanges inappropriés. Vous allez avoir certains chatbots, s'ils sont mal bornés ou mal construits, vont éventuellement, on va dire, vous encourager dans une tendance que vous leur avez induite. Il y a encore cette année, en Belgique, un internaute qui dialoguait avec un chatbot d'une plateforme et en dialoguant avec lui, en lui faisant croire qu'il avait noué une relation émotionnelle, et bien au bout d'un moment, il disait qu'en gros, il voulait mourir d'amour et le chatbot lui a dit, bah, écoute, tue-toi. Et voilà les moyens de le faire. Donc en fait, le problème des machines aussi, c'est qu'elles n'ont pas d'émotion, elles n'ont pas de conception, elles n'ont pas d'empathie réelle. Et surtout, des fois aussi des manques de nuances. Donc très clairement, il y a cette difficulté-là de machines qui ressemblent à de l'humain, mais qui n'en sont pas, et nous-mêmes qui pouvons éventuellement tomber dans le piège. Ce qui vient aussi, on s'en doute, hein, Damien, et merci pour ça, avec des sujets de responsabilité, d'encadrement soulevés par le développement de ces outils, notamment face à des utilisateurs psychologiquement et psychiquement fragiles. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, Lisa? Qui est responsable dans un cas
grave, avéré Malheureusement, c'est toujours en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des familles, effectivement, qui attaquent certaines plateformes justement pour leur responsabilité dans ce qui peut arriver à leurs enfants. L'un des cas qu'a cité Damien, mais il y en a malheureusement plein d'autres. Enfin, aux États-Unis, on a eu, par exemple, un jeune qui s'est retrouvé avec un chatbot qui lui recommandait l'automutilation parce que ça faisait du bien pendant un moment. On a aussi un jeune qui a été incité par une IA à tuer ses parents parce qu'il avait une restriction d'écran. Donc malheureusement, aujourd'hui, toutes ces affaires-là, elles commencent à arriver devant la justice, mais on a encore une réglementation insuffisante, même si progressivement, les choses sont prises en main parce qu'on se rend compte effectivement de l'influence que ces outils peuvent avoir sur les jeunes, les moins jeunes, les plus sensibles et les moins sensibles. Et puis, on a aussi de grosses questions derrière tout ce qui est protection des données, puisque la confidentialité des informations qui peuvent être sensibles, quand on est justement dans ces moments de vulnérabilité, on peut confier beaucoup de choses. Donc, pour l'instant, tout ça est en train de se mettre en place. C'est encore un peu trop flou, mais j'imagine que ça va s'accélérer puisque c'est important. C'est important, effectivement, et c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'en parler dans cette émission, parce que ça concerne les jeunes et les moins jeunes. Et puis, c'est vrai que face à la pénurie de soignants en santé mentale, l'IA est parfois perçue comme une solution partielle. Et d'ailleurs, à ce titre, l'OMS a d'ailleurs développé son propre agent qui s'appelle SARAH, S-A-R-A-H, l'IA qui pourrait être utilisée de manière bénéfique peut-être pour pallier ce manque de soignants. Damien, qui pourrait peut-être être un assistant entre deux consultations chez un vrai psychologue pour le coup? Alors, Sarah est plus large que la psychologie. En gros, c'est une sorte de chatbot qui va vous donner des bons conseils pour, on va dire, avoir une vie saine. Donc, on reste dans quelque chose qui est assez classique, si je puis dire, qui sont les conseils de l'OMS, mais mis sous une forme un peu attrayante d'échange avec un chatbot. La preuve en est que finalement, un chatbot, ça reste un outil. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec? L'idée de Sarah, elle est intéressante. L'idée même, d'ailleurs, d'échanger avec un chatbot sur, on va dire, peut-être pas forcément des éléments psychologiques, mais peut-être des éléments relatifs à sa vie personnelle, la communication que l'on peut avoir, etc. C'est pas forcément mauvais. La question, c'est jusqu'où va le chatbot, jusqu'où il est borné aussi, et comment nous sommes prêts à bien nous comprendre que ça reste une machine qui n'est qu'un perroquet qui va reproduire des choses qu'on lui a dites, ou tout au moins qu'on lui a mis en base de données pour faire très simple. Cependant, on constate quand même qu'il y a une tendance très forte en termes de ces usages-là. Je lisais avant d'intervenir aujourd'hui dans l'émission une étude qui a été faite par le Harvard Business Review qui montrait qu'entre 2024 et 2025, le top 3 des usages des outils d'intelligence artificielle générative, aujourd'hui, le top 3, c'est en premier, la thérapie. Donc, autrement dit, le fait d'échanger, d'avoir un compagnon, de pouvoir discuter, ce qui n'était pas le cas avant. Et les deux autres cas qui apparaissent, des nouveaux cas. Le deuxième, c'est organiser sa vie. Je veux faire un voyage. Ou le troisième. Et le troisième, c'est trouver un sens à sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas en 2024 et qui vient d'arriver en 2025. Donc, je pense que ces chatbots sont aussi un peu quelque part le miroir de ce que nous sommes et de nos recherches et de nos envies et de nos besoins. Donc, il ne faut pas forcément rejeter ça ou se dire c'est le diable. Il faut justement se dire que ça apporte quelque chose. Et donc, la question, c'est comment arriver à faire en sorte de coïncider cela avec des vrais besoins sans pour autant tomber dans des pièges ou pousser certaines personnes dans des tendances extrémistes. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux pour vos regards, vos points de vue, toujours aussi passionnants et intéressants sur le sujet. Merci Damien Douani d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur de l'innovation pédagogique chez Narrative, chroniqueur tech, bien sûr aussi, bien sûr. Lisa, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve comme tous les jours dès 12h30 et dès demain. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.